Alors, bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, nous allons parler des élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019. Les citoyens européens, et plus particulièrement les Français, vont désigner leurs députés européens qui vont siéger à Strasbourg au Parlement européen. S'il y avait eu le Brexit, c'est-à-dire si effectivement les Anglais étaient partis avant ces élections européennes, on aurait élu 705 députés européens. Mais comme les Britons négocient encore leur sortie, normalement ils doivent voter à ces élections européennes et donc on va élire 751 députés européens. Alors le rôle du Parlement européen a énormément évolué depuis 1979, date à laquelle les Européens avaient décidé qu'ils seraient élus tous les 5 ans. En effet, le traité de Lisbonne, qui a été signé en 2007, a renforcé les pouvoirs du Parlement, puisque désormais, le commissaire européen qui est désigné par le Conseil européen est responsable devant le Parlement européen, c'est-à-dire que ce dernier peut le renverser via une motion de censure. Et évidemment, le Parlement européen vote les lois, les règlements, les normes, et est responsable aussi des dépenses de l'Union européenne, et non pas de ses recettes. Alors, les députés européens sont élus à la proportionnelle, ce qui signifie qu'au-dessus de 5% des suffrages, une liste aura des élus au Parlement. Système en fait qui représente beaucoup mieux les opinions politiques des Européens et des Français par rapport au mode de scrutin pour élire par exemple les députés français à l'Assemblée nationale, qui est une élection à 2 tours, qui en fait élimine les petits partis et les partis sans alliés. C'est pour ça que le Rassemblement national, premier parti de France, n'a que 2 députés à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas d'alliés, et que ce sera certainement le parti qui aura le plus de députés français au Parlement européen de Strasbourg. Donc c'est assez paradoxal, mais ceux qui critiquent la dictature européenne, en fait, se trompent un peu de cible, puisque l'Assemblée nationale française représente beaucoup moins bien les Français que le Parlement européen. Alors, selon le ministère de l'Intérieur, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, il y a 33 listes qui sont déposées pour ces élections européennes, qui vont concourir donc à avoir des élus au Parlement de Strasbourg. C'est peut-être pour ça que les Français s'intéressent très moyennement à cette élection. Enfin, globalement, c'est traditionnel en France, les élections européennes n'ont pas un succès phénoménal. Déjà que les autres connaissent un abstentionnisme assez substantiel, les élections européennes n'ont jamais eu beaucoup de succès. Mais il faut dire que 33 listes, ça produit de la confusion, d'autant plus que la fracture gauche-droite aux élections européennes est un peu plus ténue que dans les élections nationales. Alors, je vais présenter 3 familles en fait de listes, les européistes, les eurosceptiques et en fait les listes qui sont partisans pour le Frexit. Alors, les listes européistes, c'est-à-dire celles qui sont pour l'Union européenne, sont plutôt centristes, elles vont du centre-gauche au centre-droit. C'est évidemment le PS, mené par le philosophe Raphaël Glucksmann, le fils d'André. Je rappelle que Benoît Hamon est parti du Parti socialiste et a créé Génération S, et donc a déposé sa propre liste. C'est un peu dommage parce que, évidemment, le PS et la liste de Benoît Hamon sont sur le même créneau et risquent malheureusement de ne pas atteindre les 5%, ce qui serait une catastrophe pour les 2 listes, puisqu'elles n'auraient pas d'élus au Parlement de Strasbourg. Mais enfin, la division est une constante dans la politique française. Cet exemple en illustre le cas. Il y a aussi les écologistes d'Europe Écologie, représentés par Yannick Jadot. Alors les écologistes ont toujours été européistes, puisque la pollution, tout simplement, ne connaît pas de frontières. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière française. Il y a évidemment la liste de Nathalie Loiseau, qui représente Emmanuel Macron, La République En Marche, qui s'est alliée avec le MoDem de François Bayrou, qui soutient donc la liste présidentielle. Les centristes de l'UDI, de Jean-Christophe Lagarde, et enfin
les Républicains, menés par François-Xavier Bellamy. Alors je rappelle que les Républicains, qui sont les successeurs de l'UMP, qui ont été les successeurs du RPR, je rappelle que historiquement, le parti gaulliste est plutôt eurosceptique. Et c'est Chirac en fait qui s'est rallié à l'Europe lors du référendum pour le traité de Maastricht en 1992, qui avait entraîné d'ailleurs une scission au sein du RPR à l'époque, puisque Charles Pasqua, qui était pour le non, était parti pour fonder son propre parti avec Philippe de Villiers, le RPF. Donc traditionnellement, le parti gaulliste était plutôt eurosceptique, mais c'est Chirac qui l'a rallié au projet européen, en tout cas à l'Union européenne. Alors, on pourrait rajouter à gauche le Parti communiste et LO, tout en y mettant un bémol parce que le Parti communiste français a toujours été un eurosceptique, à l'époque en tout cas de Georges Marchais, que dernièrement il s'est plutôt rallié de manière plus franche au projet européen, en tout cas à l'Union européenne, mais il y a toujours beaucoup de critiques et j'aurais pu le classer aussi dans les eurosceptiques. C'est le même discours que je tiendrai pour LFI, la liste de Manon Aubry, qui représente Jean-Luc Mélenchon. J'aurais pu mettre aussi LFI dans les européistes, mais j'ai décidé, je vous l'expliquerai pourquoi, je l'ai mis dans les eurosceptiques. Alors, globalement, la gauche étant internationaliste, elle est plutôt européiste. Mais il y a énormément de critiques par rapport à cette Union européenne qui mène, d'après la majorité des partis de gauche, une politique libérale. Donc ces partis de gauche voudraient orienter la politique de l'Union vers une politique plus sociale, vers une Europe des gens et non pas de l'argent. C'est le slogan de Yann Brossa, celui qui soutient la liste du Parti communiste français aux européennes. Alors globalement, l'idée de ces listes, c'est que la France sera plus forte dans l'UE que toute seule. Alors les eurosceptiques, alors il y en a à droite et à gauche, et donc moi j'ai décidé de mettre la France insoumise dans les eurosceptiques. Alors certes, Mélenchon et Manon Aubry ont proclamé lors de la campagne électorale et lors des dernières présidentielles qu'il n'était plus question de sortir de l'Union européenne, changeant d'avis par rapport à 2016, lorsque Mélenchon avait dit « l'Union, on la change ou on la quitte ». Slogan modifié depuis 2017 lors des présidentielles, et qui était « l'UE, on la change ou on désobéit ». Donc là, il y a eu une modification de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui d'après moi est une posture électoraliste. Mélenchon concourait pour la présidentielle, il fallait rassembler autour de sa candidature la majorité des Français, et donc il a mis un bémol sur son euroscepticisme. C'est la même chose pour Marine Le Pen. Je rappelle que Marine Le Pen, en 2017, lors de sa campagne électorale, avait évolué sur la question européenne. Elle était passée d'une posture très contre l'Union européenne, puisque elle voulait faire un référendum pour la sortie de l'euro, voire de l'Union européenne, et que progressivement, elle a abandonné cette idée, certainement parce que, après quelques sondages auprès de son électorat, elle a peut-être compris que son électorat ne voulait pas véritablement de la sortie de l'euro et de l'UE, sortie de l'euro et de l'UE qui sont très anxiogènes pour son électorat et pour tous les Français. Donc, si le Rassemblement national de Marine Le Pen est eurosceptique, il a évolué un petit peu sur la question européenne, un peu comme Mélenchon, ce qui a provoqué d'ailleurs le départ de Florian-Philippot, qui était le numéro 2 du Rassemblement national, et qui, pour les raisons que j'ai évoquées, est parti du Rassemblement national parce que Philippot est sur une ligne dure contre l'Union européenne. Il est tout simplement pour le Frexit. Alors, il y a d'autres eurosceptiques comme Nicolas Dupont-Aignan, qui lui voudrait d'une Europe des nations, mais qui ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Enfin, il y a les partisans du Frexit, ils sont peu, il faut bien le dire. Ils veulent sortir de l'Union européenne qu'ils considèrent comme une dictature et veulent retrouver leur souveraineté nationale.
Alors évidemment, c'est l'Union pour la République de François Asselineau, qui le premier a porté cette idée du Frexit. Je dirais qu'il a la paternité de cette idée. Et puis, depuis peu, il y a Florian Philippot, qui est parti du Rassemblement national, qu'il considérait comme trop mou par rapport à l'Union européenne, qui a fondé les Patriotes, et qui lui aussi préconise le Frexit via l'article 50. Alors évidemment, ces deux listes étant créditées de 1% chacune, à peu près, entre 1 et 2%, on va dire, François Philippot, dernièrement, a proposé à François Asselineau d'unir leurs listes, contre une somme de 300 000 € pour participer aux frais de campagne. Mais François Asselineau, apparemment, a refusé. Je pense qu'il considère qu'il a la paternité de cette idée et que Florian Philippot est venu manger dans son champ, si je puis dire, et qu'il ne peut supporter la chose. C'est vrai que François Asselineau, depuis la création du parti, il y a à peu près 10 ans, a toujours préconisé le Frexit, et je pense qu'il voit d'un œil assez critique ce ralliement tardif de Florian Philippot. Je noterai qu'il y a 3 listes issues du mouvement des Gilets jaunes, dont celle de Christophe Chalençon et du chanteur Francis Lalanne, qui font un flop apparemment dans les sondages, victimes certainement de l'hétérogénéité du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est très hétéroclite, il n'y a pas véritablement, je dirais, de doctrine politique ou idéologique, et ce sont des listes qui sont un peu attrape-tout, et donc qui sont un peu floues. Voilà. Donc je vous remercie, à bientôt.